Vous qui envoyez des cœurs pour sécuriser le live, vous qui prenez les cœurs du jour, je vous dis merci. Les liveurs, nos modos, tout ce qui vous promenez dans des lives pour maintenir le flambeau, je vous dis merci. Merci particulier à la Légion. Merci à mes amis. À ma famille, à mes enfants et surtout à ma femme pour le support que je reçois. Je vous dis un très grand merci. Alors, je viens vers vous aujourd'hui encore pour vous parler de la lutte que nous sommes en train de faire. Et la raison pour ce live est que je constate, comme d'habitude, que l'effort est en train d'être fait pour faire comprendre au pays et au peuple togolais, à la jeunesse togolaise et à tous ceux qui sont dans la lutte, comme quoi nous qui parlons de la France-Afrique, nous qui parlons d'un système derrière fort qui le manipule, un système qui nous pille, qui ne nous permet pas de vivre normalement, que si nous continuons à parler de cela, ça c'est l'impression qui est donnée, hein. Les gens vont continuer par mourir, les gens vont continuer par périr en prison quand nous, on perd le temps pour parler de la France-Afrique et que c'est une perte de temps, c'est une perte de génération. Que si nous continuons pas à parler de la France-Afrique, les gens mourront de faim, les gens n'iront pas à l'école. Et que si nous nous concentrons seulement pour parler que de fort et d'oublier le système de la France-Afrique, là, si fort part, on va recommencer une autre lutte. Certains se promènent pour dire, comme d'habitude, comme ça s'est toujours passé, hein. J'étais en train de lire une thèse d'un frère africain qui a fait le doctorat et qui a écrit beaucoup sur la France-Afrique. Et dans son thèse, il a parlé de comment est-ce que l'intellect africain n'a pas profité aux Africains et comment est-ce que cet intellect-là a été complice du système France-africain et la raison pour laquelle aujourd'hui nous souffrons. Et quand vous voyez, c'est eux qui font des débats, c'est eux qui essaient de déconstruire tout ce que nous sommes en train de construire, parce que ce que nous avions subi, l'esclavage que nous avions subi pendant 58 ans et avant les 58 ans même, cette colonisation, il faut vraiment redécoloniser la tête du Togolais, de l'Africain, pour qu'il croit qu'il a cette force de sortir de ce système. Les intellectuels africains font tout, et surtout parce qu'ils sont utilisés par le néocolon. Ils passent par tous les moyens pour effrayer les Africains. Est-ce que vous voyez ce qui se passe au Togo? Mais avec tout ce qui se passe là, nous allons encore passer combien de temps pour lutter contre la France-Afrique? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'institutionnaliser la France-Afrique comme si c'était un autre gouvernement que nous sommes en train de lutter contre. Et ils le font passer d'une bonne manière. Et la dernière fois, je vous ai parlé de la confortabilité du Togolais, de l'Africain et de l'homme en général. L'homme en général aime être confortable et quand il ne sait pas ce qui est derrière le mur, il n'aime pas prendre le risque. Il suffit seulement qu'on lui montre les inconvénients qui peuvent, pas nécessairement qui sont, hein, mais qui peuvent être derrière le mur, ils abandonnent. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Ils sont confortables là où ils sont. Vous voyez, vous allez voir ça dans la diaspora. Quand tu es au Togo, tu souffres, tu traverses des périodes difficiles et que tu viens ici et que tu trouves un boulot où tu gagnes dans une semaine plus qu'un directeur de société, plus que ton patron que tu admirais,
plus que l'homme que vous appelez le riche de votre quartier. On devient confortable et on ne veut plus prendre d'autres risques. On est là-bas, c'est là-bas qu'on est. On veut... on accepte cette situation et on veut grandir dans cette situation. On se dit, mais si on prend un autre risque et ça ne marche pas, donc je perds tout ce que j'avais ici. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est les intellectuels. Les intellectuels africains, les intellectuels togolais, les intellectuels qui sont utilisés, certains volontairement, parce qu'ils sont rémunérés, parce qu'ils veulent du pouvoir, parce qu'ils ont des ambitions, certains involontairement, ça il faut le reconnaître. Il y a certaines personnes qui font cette lutte contre ceux qui luttent contre la France-Afrique involontairement, parce que c'est une situation que nous avions vue pendant longtemps, comme je l'ai dit la dernière fois. Nous avons tellement vu que nous avons décidé de supporter. Parce que quand tu vois quelque chose et tu n'arrives pas à combattre ça, tu crées une atmosphère pour essayer de supporter. Ok? Et quand tu supportes, la prochaine étape, à force de supporter, ça devient une seconde nature et on tolère ça. Quand on tolère ça, c'est qu'on trouve des excuses pour justifier ça. Mon frère, qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Ah, nos parents ont essayé, ils n'ont pas échoué, c'est moi qui va pouvoir réussir. Nos frères, regarde comment on a lutté pendant 58 ans. Concentrons-nous sur ça. Et on tolère. Et à force de tolérer, maintenant on accepte. On dit, mon frère, nous on a accepté, on ne va même plus lutter contre ça. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Moi, je vais me concentrer sur le mien et mes enfants. Et après, on approuve. Et quand on approuve, c'est là que c'est dangereux. Nous-mêmes, on prend sur nous l'effort d'aller défendre ce que nous avions tellement vu, nous n'avons pas apprécié, ce que nous avons supporté, ce que nous avons toléré et ce que nous avons finalement accepté. Ces intellectuels ont fait un très grand effort, par exemple, pour essayer de dénigrer la charte de l'impérialisme qui a été reconstruite par des historiens. Cette charte, selon l'histoire, qui a été négociée à la conférence de Berlin en 1885, hein, et si j'ai bonne mémoire, a été ratifiée, je pense, à Washington, si j'ai bonne mémoire. Mais cette charte des partis, les Blancs n'ont pas fait un effort pour dénigrer ça. Hein. Ils ont utilisé nos propres frères. Et qu'est-ce que nos propres frères ont fait? Ils ont essayé de déconstruire ça. Et comment est-ce qu'ils ont déconstruit? C'est simple. Est-ce que tu as vu cet accord? Tu as une fois vu cet accord? Qui a signé ça? Où sont les signatures? Alors que nous tous, nous savons qu'en 1885, les accords, beaucoup d'accords ont été signés en se serrant seulement la main. Ici aux États-Unis, plus précisément au Nebraska, Warren Buffett, qui était une fois l'homme le plus riche du monde, qui est actuellement parmi les 5 premiers ou au plus les 6 premiers du monde, riches du monde, qui a été un milliardaire pendant très très longtemps. Son plus grande entreprise, qui s'appelle Nebraska Furniture Mart, ce contrat a été fait en serrant seulement la main. Ça continue pas à se faire. Quand nous parlons de la charte des partis qui a été établie depuis 1885, où on utilisait la peau des animaux pour écrire, où il n'y avait même pas peut-être, je ne sais pas à quelle année était sorti le télégramme, où il n'y avait pas le téléphone. Les gens essaient de déconstruire cette charte des partis en demandant les signataires. Et on nous a bien dit que beaucoup de ces accords sont des accords secrets. Au lieu de se poser la question, ça dit que, supposons qu'il n'y avait pas cette charte des partis, et que moi je viens pour vous dire que la France exploite le Togo,
ou bien les néocolons continuent par exploiter les biens du Togo et ne paient pas d'impôts, vous allez croire ou pas ce que nous vivons nous-mêmes? Est-ce que nous avons besoin que ça soit dans la charte des partis, la charte de l'impérialisme pour y croire? La question qu'on doit se poser est celle-ci. Est-ce que c'est vrai? Si nous vivons ça, est-ce que nos leaders sont tellement bêtes jusqu'à ce point, même les intelligents qui étaient avec nous, qu'est-ce qui se passe? Et quand ils prennent le pouvoir, ils n'arrivent pas à respecter les engagements qu'ils ont pris avec leur peuple, les promesses qu'ils ont faites à leur peuple. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que nous nous posons ces questions? Quelle est la raison que depuis l'indépendance, quand nous voyons la traite négrière, l'esclavage, est-ce que nous avons demandé à voir les papiers signés avant la vente des esclaves, ou bien nous croyons qu'au Togo, il y a eu des esclaves qui ont été vendus aux Blancs dans le commerce triangulaire? Est-ce que nous croyons ce commerce triangulaire, ou bien nous avons des documents qui ont été signés pour prouver ça? Parce que c'est des historiens qui ont vécu. Quand vous regardez, de 1885 à 1985, ça fait 100 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu en ce temps-là. 100 ans. Aujourd'hui, nous avons des gens qui vivent et qui ont plus de 100 ans. Est-ce que nous croyons ces hommes-là? Quand on nous dit que nos chefs, on venait les corrompre avec des miroirs et certains jouets, est-ce que nous croyons ça, ou bien nous demandons qu'on nous présente des documents signés? Quand on dit que les Africains ont été vendus et ont été amenés aux États-Unis, au Brésil, en Europe, pour cultiver dans les plantations, est-ce que nous demandons à voir des documents? Ici, je me rappelle très bien, les Blancs ici ne contestent pas que c'est les Noirs esclaves qui ont construit la Maison Blanche. Ils ne demandent pas à voir des documents. Parce que des gens ont vécu, des gens qui ont participé à la construction de la Maison Blanche ont vécu et sont capables de nous dire que voilà ces documents et nous avons travaillé dans les plantations. Moi, je me rappelle, je suis allé à une réunion avec des activistes noirs. Il y avait un vieux qui vivait en ce temps, il n'était pas encore mort, qui nous parlait de ce que nous lisions. Il corrigeait certains avec des photos, avec des journaux qu'il a coupés. Des gens qui ont vécu, qui ont témoigné. Et qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Quand ils parlent, il y a des journalistes qui étaient parmi nous, qui écrivaient, qui prenaient note et qui recorrigeaient l'histoire. Parce qu'il a des preuves, il a vécu, il est en vie. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Mais le mal, pour nous les Togolais, nous les Africains, c'est les intellectuels. C'est nous les intellectuels qui ont fréquenté dans l'école de l'impérialiste, qui viennent maintenant mettre en doute cette reconstruction de la charte de l'impérialisme. C'est nous qui mettons les doutes parmi les Togolais, et abrutis que nous-mêmes nous avons refusé de faire un effort pour lire, pour faire des recherches, pour comprendre ce qui se passe exactement. Nous ne nous posons pas la question, ce que le gars l'a dit. Supposons que cela n'avait même pas été écrit et documenté. Est-ce que c'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui? La lutte que nous faisons, cette lutte, ce n'est pas une lutte contre une seule personne qui est forte, ou bien contre une famille qui sont les Nyasimbe. Si c'est ça l'objectif de notre lutte, nous avons déjà échoué. Pour les Togolais, même si fort part,
La lutte que nous faisons, si j'ai bien compris, hein, la lutte que nous faisons, l'objectif c'est que le mécanicien à 2 roues puisse envoyer son enfant à l'école sans faire de prêt. Que ce mécanicien-là à 2 roues, ce peintre, ce maçon, puisse se construire une villa, une maison et manger 2 fois, 3 fois par jour. S'ils sont malades, qu'ils puissent aller à l'hôpital, qu'ils puissent prendre des temps de vacances. La lutte que nous faisons, c'est que la vendeuse d'Akpala à Dwevissime ne paye pas de taxes pour supporter le riche. C'est comme ça que ça est dans des pays en voie de développement ou développés. Ce n'est pas la vendeuse d'Aïmolo qui paie les taxes pour que quelqu'un puisse avoir une vie riche. C'est le riche qui paie les taxes. C'est la classe moyenne qui met une petite contribution pour supporter et tirer le pauvre vers le haut pour qu'on ait une société équitable. C'est la lutte que nous sommes en train de faire. La lutte, ce n'est pas une lutte de personnes, ce n'est pas une lutte de partis politiques, ce n'est pas une lutte pour faire partir seulement une personne ou bien un groupe de personnes, mais c'est une lutte de génération. C'est une lutte qui va affecter la génération Z qui va nous remplacer. La génération Z qui arrive, qui pousse comme un champignon. C'est ça la lutte que nous sommes en train de faire. Mais nous voyons encore ce film se jouer. La même chose se refaire matin. Salut Elisabeth, salut tout le monde. Vous tous, quand vous m'écrivez salut, si je ne réponds pas, ne prenez pas ça malin. Cette lutte-là va définir un Togo nouveau. Cette lutte va définir un Togo nouveau. Mais le film que nous avions vu pendant des années, nous voyons ça devant nous, ce défilé, où certains radicaux se lèvent et prennent le courage de lancer une lutte. Et certains dans le milieu, certains pacifistes, certains comprometteurs viennent et versent de l'eau dans le vin et tout se refroidit et le vin n'est plus goût, le goût du vin n'est plus bon et petit à petit les gens quittent la table, les gens quittent la table, les gens quittent la table. Et ceux qui sont venus, parce qu'ils sont plus nombreux que les radicaux dans n'importe quelle lutte, ceux qui sont au milieu sont toujours plus nombreux que les radicaux. Et parce qu'ils sont plus nombreux que les radicaux, ils sont là, ils donnent l'impression comme quoi la lutte continue. Mais ce que nous voyons, c'est que la lutte meurt petit à petit, petit à petit. Mais cette fois-ci, nous les radicaux, nous devons faire un effort pour maintenir le flambeau, pour que la lanterne ne s'éteint pas, parce que c'est une lutte générationnelle. Si nous ratons, la génération Z, qui se lève dans n'importe quel pays, qui s'est levée au Madagascar hier, cette génération Z ne va pas se lever au Togo. Et nous en aurons pour au moins une génération. Et quand on parle d'une génération, on a au moins 25 ans. Nous avons cette obligation, nous avons ce devoir impératif. Nous avons ce devoir impératif de maintenir le flambeau et de ne pas laisser cette fois-ci les gens mettre de l'eau dans notre vin et qu'enfin, nous qui aimons le bon vin, nous allons dire, ah, à quoi ça sert? Ceux pour qui nous luttons ne s'en fichent pas mal. Ah, comment perdre tout ce que moi j'ai? S'ils ne veulent pas, ah, ça va. Parce que nous qui faisons la lutte, ce n'est pas nous qui cherchons à manger aujourd'hui.
comme un frère me l'a dit dans un vocal, nous qui faisons la lutte, c'est nous qui nous levons et nous disons, est-ce que cette nourriture que j'ai devant moi va me faire grossir? Est-ce que ça va élever mon cholestérol? Est-ce que je dois être un vegan? Ou bien je dois manger du poisson? Ou bien je dois m'épargner de la viande de porc? Ou bien de la viande de bœuf? Ce n'est pas ceux qui disent, est-ce que je peux trouver du poisson fumé pour faire yébé-ceci? Non. C'est ceux qui en ont, mais qui peuvent faire un choix. C'est ceux qui font la lutte, c'est ceux qui ouvrent le frigidaire et qui disent, ah, ça là, c'est périmé. Ça là, j'ai mangé ça, mais j'ai oublié de laisser cette nourriture dans le frigo, je vais jeter ça. Nous avons cette responsabilité de maintenir cette lutte. Il y a eu trop de découragement. Mais nous n'allons pas, ne permettons pas que ce découragement prenne siège dans notre cœur, dans notre vie, pour qu'on abandonne. Je vous avais prévenu que le jour où nous allons mettre de l'eau dans ce vin, au nom de l'union, et que ce vin n'aura plus de goût, vous allez voir les gens s'écarter petit à petit. Regardez sur la toile, les gens vaquent un peu librement à leurs occupations. Et ceux qui font semblant qu'ils aiment de l'eau mélangée avec du vin seront sur la toile et vont nous donner de l'impression. Ils vont nous faire de la théâtre, du cinéma. Et ce que vous voyez en réalité, c'est que les gens quittent la lutte. Et la peur qu'il y avait au Togo ne sera plus. Les gens chercheront seulement à retourner au pays. Et ce sera la fin de la lutte. C'est comme ça, ça s'est passé pendant des années. Mais la lutte que nous faisons, c'est une lutte générationnelle. Cette lutte, c'est contre un système que les gens appellent France-Afrique. Mais moi, je veux aller en détail pour vous expliquer encore et encore et encore ce que c'est que ce système. C'est un système qui exploite nos ressources. C'est un système qui interdit à nos dirigeants de développer nos pays. Parce que un pays qui est développé, un pays qui a une jeunesse éduquée, une jeunesse qui ne se livre pas seulement à l'alcool, à la drogue, à la prostitution et qui réfléchit, quand on trisse cette jeunesse se lève contre les dirigeants. Une jeunesse qui a accès à l'information demande des comptes à ses dirigeants et fait partir ses dirigeants s'ils ne rendent pas ses comptes. Ce système, c'est ce système qui force la revendeuse d'Aïmolo, la vendeuse de pagne à Asigame, à payer des taxes quand ceux qui se jouissent du système ne le payent pas. C'est un système qui étrangle économiquement. Vous allez voir qu'au Togo, l'argent ne circule pas. Pourquoi? Quand vous voyez la convention de 1911, si j'ai la bonne mémoire de la date, corrigez-moi si ce n'est pas 111, entre la France et le Togo, vous allez voir que dans cette convention, qui a bien sûr les signatures sur chaque page des acteurs, vous allez voir que toutes ces grandes entreprises ne payent pas, non seulement ne payent pas de taxes, mais ne doivent pas déposer leur argent dans les banques togolaises. Et s'ils arrivaient à déposer, les taxes sont payées à la France. Les bateaux qui viennent de la France-Afrique ne nous payent pas de taxes au port. Les avions de la France-Afrique qui viennent sur le port togolais ne nous payent pas de taxes. C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller faire des prêts sur nous et sur nos enfants et sur les générations Z à venir qui sont là et qui viennent.
L'argent ne circule pas. Vous vous posez cette question. Pourquoi l'argent ne circule pas? C'est parce que l'argent, l'espèce, n'est pas dans le pays à cause du système que nous avons. Et vous vous posez la question, mais pourquoi chaque fois quand on se lève pour lutter, pourquoi ça ne marche pas? Quand vous voyez la charte de l'impérialisme, que nos intellectuels ont fait un effort à détruire cette reconstruction que les historiens ont essayé de faire, je vais vous lire cette charte aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi l'argent ne circule pas et pourquoi le FMI, la Banque mondiale, l'Allemagne, la France, les États-Unis nous prêtent de l'argent comme de l'aide parce que c'est stipulé dedans, dans ces chartes. Aujourd'hui, quand vous vous promenez sur les lives togolais et les lives béninoises, maintenant que nous avons quitté les lives ivoiriens, c'est les lives béninoises, vous allez voir, c'est l'effort que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de décrédibiliser le travail de l'AES. Nous sommes en train de faire penser aux gens que ces pays-là, parce qu'ils ne sont pas en démocratie et parce qu'ils travaillent avec le gouvernement togolais, sans expliquer ce que c'est que la géopolitique en politique, sans comprendre pourquoi les États-Unis continuent pas à travailler avec la Russie même s'ils sont en guerre, pourquoi les États-Unis sont obligés de travailler et de faire des accords avec la Chine même s'ils sont des ennemis jurés. Nous essayons de faire croire aux gens que ces pays-là comme le Burkina, le Mali et le Niger que nous citons comme exemple sont pires. Et nous faisons un bon travail pour dénigrer ces pays-là. Nous essayons d'être malhonnêtes intellectuellement. Et nous citons le Bénin. Regardez le Bénin. Le Bénin est la France-Afrique. Mais regardez ce que le Bénin a fait. Nous ne parlons pas des dettes que le Bénin a, mais nous ne parlons pas aussi de la maturité politique que le Béninois a vis-à-vis du Togolais. Quand vous voyez, depuis plus de 100 ans, les richesses qui ont été faites sur 100 ans, les pays qui se sont révoltés, tout ce pourquoi ils se sont révoltés, nous avons vu ça au Togo. Et si nous n'arrivons pas à nous lever, c'est un manque de maturité politique. Mais les intellectuels togolais font un effort toujours comme avant pour essayer de décrédibiliser le message de la France et contre la France-Afrique et n'offrent pas de solution. Tout ce qu'ils vont dire, regardez combien de personnes sont en prison et nous allons perdre le temps pour faire une lutte contre la France-Afrique, comme si la France-Afrique est une autre institution comme le gouvernement togolais que nous luttons contre. Ils ont tout fait pour institutionnaliser la France-Afrique. Alors que la France-Afrique est un système. Un système qui est officieux. La France ne va pas vouloir que les pays viennent chaque fois l'interpeller. L'Allemagne, les États-Unis, que les autres pays comme la Russie, la Chine, qui aussi veulent leur part de l'Afrique, viennent les interpeller, demandent des institutions et dire que mais vous avez cet accord et vous êtes en train de lutter ici, en Afghanistan, en Irak. Pourquoi? En Ukraine? Non. Vous aussi, vous faites la même chose. Nous sommes en train de faire la même chose. Si vous ne... Ça dit qu'ils ne vont pas vouloir que cela se passe. Donc la majorité des choses sont officieuses. Quand vous voyez la charte de l'impérialisme, quand vous voyez les conventions, les chartes que le Togo a signées avec la France, mais il y a beaucoup de choses qui sont implicites. Ils envoient des hommes d'affaires qui viennent pour instaurer des business ici, comme s'ils sont venus nous donner du boulot qu'on n'a jamais eu. Si nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes, alors que nous ne sommes même pas en guerre, ils viennent partout
tous les moyens. Ils disent même qu'ils vont utiliser la diaspora contre son pays. Ils vont aider les ONG. Ils vont aider. Regardez, les ONG en Afrique. Il y a plus d'ONG en Afrique que n'importe où. Mais quand vous prenez l'orphelinat, il y a plus d'orphelinats en Afrique que n'importe où. Mais il y a plus d'ONG contre l'orphelinat. La famine, il y a beaucoup d'ONG qui nous donnent l'argent. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, tous ces pays. Chaque année, l'Assemblée américaine vote des budgets pour l'Afrique. Chaque année, l'Assemblée française vote des budgets pour l'Afrique, pour soutenir. Mais est-ce qu'on a une fois éradiqué ces problèmes? Est-ce qu'on a une fois résolu ces problèmes? Non. On ne fait que mettre du bandage sur ça. Qu'est-ce que ces ONG font? Contre la faim, ils rassemblent 20 enfants, 50 enfants, 100 enfants dans un village. Ils leur donnent des spaghettis, de l'huile, de l'arachide, une petite somme. Ces enfants vont manger pour 5 jours et ils retournent dans les rues. Pour l'éducation, ils rassemblent des enfants avec des sacs à dos, quelques cahiers, quelques bics. L'année passée, nous avions montré une ministre qui distribuait des crayons dans des classes en terre battue sans fenêtre, où les enfants sont 4, 5, 6 par banc. Et on applaudissait cette dame-là comme si elle leur faisait une faveur. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique. C'est un système qui nous retient, quelle qu'en soit la personne qui est au pouvoir, qui nous retient là où on est. On peut nous amadouer avec quelques routes, on peut nous amadouer avec quelques écoles, on peut nous amadouer avec quelques hôpitaux. Mais le système est toujours là. Je vais vous lire un peu cette fameuse charte de l'impérialisme que les intellectuels africains font toujours l'effort de déconstruire sans déconstruire le fond. Ce qui est dans la charte, ils ne déconstruisent jamais ça. Ils essaient de décrédibiliser parce que ils disent qui a signé ça. Rappelez-vous, c'est en 1885. 1885-1985, 100 ans. 95, 2005, 2015, 2025, 140 ans. Ça veut dire que c'est au moins, hein, il y a des gens qui peuvent vivre, qui sont nés en ce temps-là, mais la majorité, c'est leurs enfants qui ont vécu ça. Par exemple, moi, mes enfants vivent ce que je suis en train de faire sur l'Internet et peuvent raconter ça s'ils comprennent mon français, s'ils participent. Vous voyez? Donc, je vais vous lire la charte de l'impérialisme. L'exercice que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question. Ce qui est dedans, hein, pas la personne qui l'a écrit, en quelle année ça a été écrit, mais est-ce que ce qui est dedans est vrai? Si quelqu'un sort aujourd'hui et dit qu'on accouche par terre à l'hôpital Sylvanus Olympio, il faut être vraiment de mauvaise foi pour venir dire qui a dit ça. Est-ce que la personne est fiable? Nous tous, nous savons que ça se passe. C'est la réalité. Mais tu seras de bonne foi si tu viens avec de nouveaux vidéos, avec un changement de l'hôpital pour dire que oui, ça se passait, mais maintenant ça a changé. Alors, commençons avec la charte de l'impérialisme que j'ai devant moi. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Rappelez-vous de la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissants occidentales se partageaient l'Afrique, renégociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde en 2 blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Regardons déjà seulement ce paragraphe. Est-ce que c'est vrai que le monde a été partagé? Le Togo a été victime. Quand vous prenez l'ancienne carte du Togo et la nouvelle carte du Togo, pourquoi nous avions perdu Aflao? Est-ce que le Togo a une fois fait une guerre
contre le Ghana, où il a perdu un territoire, ou bien on a arbitrairement assigné cette partie-là au Ghana, sous une traité. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que le monde a été négocié après la Deuxième Guerre mondiale? Oui ou non? Disons la vérité. Est-ce que quelqu'un va demander à voir quels sont ceux qui ont signé, quel président togolais a signé un accord avec le Ghana et on a donné cette partie-là? Je vais vous montrer cette partie. Ancienne carte. Ancienne carte du Togo. Voilà. Oh, ça ne peut pas se voir. Sinon, quand vous cliquez sur ça, je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Est-ce que vous pouvez voir ça? Ça se voit, il y a trop de lumière. Voilà, vous pouvez voir ça. Vous voyez l'ancienne carte du Togo? Vous voyez ça? Est-ce que c'est la carte que vous avez aujourd'hui? Est-ce que le Togo a été partagé ou pas? Ça s'appelle histoire. Ça s'appelle reconstruction de l'histoire. Mais le Togo n'a jamais été en guerre avec le Ghana, comme ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël, comme ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, comme ce qui s'était passé entre la Géorgie et la Russie, comme ce qui était passé en URSS, l'ancien URSS, et les pays se sont démantelés de ça. Ça n'a jamais arrivé au Togo. Maintenant, on continue. La disposition générale, article 1 de la devise. Supposons que cet article n'existe pas. Écoutons le contenu pour voir si c'est vrai ou faux. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler la richesse de la planète. Est-ce que les colons là continuent par gouverner le monde et contrôler les richesses de l'Afrique ou pas? Du monde ou pas? Pourquoi on a eu la guerre d'Irak? La guerre du truc là, quand on avait attaqué le truc là, quand notre président George Bush avait attaqué l'Iran, c'était pas à cause du pétrole? C'était pas dit flagrant comme ça, ouvertement? Est-ce que notre président actuel n'a pas menacé les pays pétroliers que s'ils ne donnent pas du pétrole, ceci va se passer? Est-ce qu'il n'a pas convoqué certains présidents africains pour leur demander de nous donner une partie? Est-ce qu'il n'a pas demandé au président ukrainien que la protection que les Nations Unies leur donnent ne sera plus la même s'ils ne cèdent pas une partie? C'est public comme ça, devant nous tous. On pensait qu'on rêvait. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu peux ne pas croire en la charte de l'impérialisme. Regardez leur devise. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner. Est-ce que les pays arabes sont divisés aujourd'hui ou pas? Est-ce que les pays africains s'élèvent l'un contre l'autre ou pas? Dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Quelles sont les banques qui nous prêtent? Citez-moi une banque togolaise qui tient debout aujourd'hui et qui peut financer des projets au Togo pour développer le Togo. Citez-moi une seule banque togolaise qui appartient au Togo. Dans les pays africains maintenant, le pire qu'ils ont fait maintenant, c'est d'amener, et comment on appelle les petites banques là, comme FUSEC là, comment on les appelle? Quelqu'un n'a qu'à me rappeler ça. Merci Rochou pour le partage, ça c'est très bon, merci beaucoup. Ça c'est beaucoup de partage ça. J'ai jamais vu ça. Ou bien c'est parce que je ne fais pas attention à l'écran. Comment est-ce qu'on appelle les petites banques là, comme FUSEC là? Les microfinances. C'est pour déstabiliser la classe moyenne. On prétend, vous donnez votre terrain, vous donnez votre bien, quelqu'un vous cautionne, on vous donne de l'argent et on vous donne l'intérêt qui va vous empêcher de payer pour vous ruiner. Et ça vous met en pauvreté. Et quand vous êtes pauvre, tout ce qu'on vous demande, vous faites. Vous allez encore prêter pour louer, mettre des produits dedans. On vous donne des taxes. Vous allez encore emprunter pour payer le loyer et pour payer les taxes et vous ne faites rien. Écoutez bien, la charte de l'impérialisme.
Et dites-moi, oubliez si la charte de l'impérialisme là, c'est écrit par des fantômes, des diables qui n'aiment pas l'Africain. Mais écoutons ce qui est dedans pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. L'article numéro 1. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner. Exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Les banques les plus puissantes là se trouvent où? Regardez comment est-ce que... Regardez. Quand la Russie... Oh les gars, tapotez. J'ai reçu encore cette note. Je suis fatigué. Les gars, arrêtez de... Ce live là, elle est éducative. Est-ce que vous avez besoin d'attaquer ce live? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, je vais... C'est pas sérieux quoi. Cette éducation que je fais, c'est dans notre intérêt. Hein? Regardez. Citez-moi une banque d'Afrique auquel tous les pays d'Afrique dépendent pour des prêts, pour des subventions. Ici aux États-Unis, si moi je veux me lancer dans un business de 20 millions, 30 millions, il y a des banques américaines ici. Pire encore, il y a des petites banques dans le Nebraska ici qui vont me supporter parce qu'ils ne veulent pas que je sorte du Nebraska pour créer des emplois et développer le Nebraska. Mais en Afrique, est-ce qu'il y a une banque où le Togo peut aller, à part la FMI, la Banque mondiale? Nous n'en avons pas. C'est pour nous appauvrir. Ils contrôlent nos ressources. Regardez ce qui se passe au Mali, au Niger. L'uranium et l'or, à peine on les a fait partie. Regardez comment ça les a frappés. Ça les a frappés très dur, qui sont en train de déstabiliser cette région. Et quand on parle de déstabilisation, les gens pensent que c'est la France seulement. Non. L'Ukraine a été présente dans l'un des pays de l'AES, supporté par nous les Américains. Et ils ont fait un documentaire sur ça et ont confirmé qu'ils ont déplacé la guerre de l'Ukraine en Afrique. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous de cela. Ça, c'est le système sur lequel... C'est le système que nous voulons faire partir de l'Afrique. C'est le système que nous luttons contre. Ce n'est pas une institution. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas un pays, mais c'est un système. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Donnez-moi, ne citez pas les pays de l'AES. Hein. Ils sont maintenant souverains. Ils sont en train de lutter pour la survie et leur indépendance. Le Burkina, le Mali, le Niger sont actuellement en train de lutter pour être indépendants. Ils font une lutte contre les terreaux matin, midi, soir, chaque jour. Maintenant, citez-moi un pays africain qui est indépendant. Limitons même, restons en Afrique de l'Ouest. Surtout que nous sommes dans l'Afrique. Citez-moi un pays indépendant. Un pays africain qui ne dépend pas de la Banque mondiale, qui ne dépend pas de l'FMI, qui ne dépend pas de l'ONU. Nous n'avons même pas la parole. Quand je dis la parole, nous n'avons pas un droit de veto. Nous pouvons aller crier, réclamer. Mais nous n'avons pas un droit de veto à l'ONU. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, si je pense bien, si c'est le pays. Mais, est-ce que tu as une fois été en Éthiopie? Va en Éthiopie, tu vas voir. Ils font des prêts. Ils n'ont pas de banque là-bas où ils peuvent construire tout leur pays sans dépendre de la Banque mondiale ou de tout ça là. Non, ça n'existe pas. Mais je parle de l'Afrique de l'Ouest. Supposons que l'Éthiopie est. Prenons l'Afrique de l'Ouest. Donnez-moi un seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Article numéro 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous.
nous qui les laissons, par la pression sur les dirigeants qui ne sont pas, qui ne sont que nos marionnettes. Dites-moi, donnez-moi un seul président, again, encore, épargnez les présidents de l'AES. Épargnez les présidents de... Celui qui a cité le Ghana, c'est que tu n'as... Nous qui avons des affaires au Ghana, demande-nous. Et on va te dire, le Ghana est mieux que le Togo, mais le Ghana est très éveillé et il lutte aussi pour leur indépendance. C'est pour cela qu'ils ont demandé à fermer les bases militaires américaines là-bas. Ok? Mais tout le monde est unanimement d'accord que nos présidents sont des marionnettes. Les décisions sont faites à l'extérieur du pays. Regardez la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, un président pendant plus de 15 ans, doit sortir de son pays